Oui, donc je vais commencer par décrire, revenir un peu sur les effets de la crise qui a été provoquée par la flambée des prix d'énergie. Ensuite, voir ce qu'il y a dans la réforme des marchés qui a été proposée par la Commission européenne et qui est aujourd'hui en débat au Parlement européen. Dire pourquoi ça ne nous semble pas du tout répondre aux problèmes, et ça ne permettra pas de stabiliser d'éviter les crises qu'on a eues. Décrire la proposition que nous, on fait pour sortir de cette crise durablement, et puis revenir sur les débats qu'il y a eu en France, soit sur cette réforme directement, soit sur d'autres points. Alors, les effets de la crise. Là, j'ai fait une petite rétrospective de l'évolution des coûts du système électrique, donc ce que ça coûte de produire et de transporter l'électricité en France, versus ce qu'ont payé les usagers. Donc, alors, les coûts sont... J'ai déjà un peu détaillé ça, mais je ne vais pas revenir dans le détail, mais disons que c'est essentiellement des coûts d'investissement qui sont relativement stables, normalement qui évoluent très lentement, qui sont autour, donc c'est les barres en bleu que vous voyez, autour de 60 € du mégawattheure. Et en orange, c'est les coûts de production plus les coûts de réseau. Donc on passe plutôt autour de 80-90 € du mégawattheure, avec une progression sensible et complètement atypique en 2022. Vous voyez qu'on passe à des coûts de production. Alors quand je parle de coûts de production, c'est combien ça coûte de produire en France et d'importer ou d'exporter, selon les cas, l'électricité qui nous manquerait. Et donc, on est passé en 2022 plutôt autour de 95 € du mégawattheure, enfin en dessous de 100 € du mégawattheure, parce que notre parc nucléaire était en rade, enfin, était très, très a eu une baisse de production importante, et donc il a fallu avoir plus recours au gaz, soit en France, soit en important plus massivement, à un moment où le gaz était très cher, et donc on a vraiment eu une augmentation de l'ordre de 50% en 2022 du coût de production, mais qui est une année exceptionnelle. Normalement, ça va revenir, ça devrait revenir dès que le parc nucléaire reviendra à son activité normale, ça devrait retomber plutôt autour de 60-70 € du mégawattheure. Et face à ça, les factures des ménages, des ménages et des entreprises, donc de l'ensemble des consommateurs prévus pour 2023, sont de l'ordre de 336 € du mégawattheure pour les ménages et de 211 € du mégawattheure pour les entreprises. Alors, les ménages, c'est issu de documents de la Commission de régulation de l'énergie, c'est ce qui était prévu pour les tarifs réglementés de vente si l'État n'était pas intervenu, et pour les entreprises, c'est une estimation de l'INSEE. Donc on voit que, alors que les prix sont redescendus, on n'est pas du tout sorti de la crise, notamment parce que les contrats ont été signés il y a quelque temps, mais continuent au moins sur une année, voire plus. Alors, on voit que les factures sont bien, bien supérieures aux coûts, y compris aux coûts de 2022, qui donc ont explosé de manière anormale. Et puis, en plus de ça, ces moyennes cachent des hétérogénéités vraiment très importantes. Donc on a eu des factures supérieures à 1000 € du mégawattheure avec des contrats moi, que j'ai vus, et puis j'ai pas mal discuté avec les associations de consommateurs. Il y en a qui ont vraiment eu des factures complètement insupportables. Et en fait, le grand critère, c'était à quel moment prenait fin le contrat, et à quel moment il fallait re-signer un nouveau contrat. Ceux qui n'ont pas eu de chance et qui ont dû re-signer un contrat au moment où les prix de marché étaient les plus élevés, c'est-à-dire au deuxième semestre 2022, ceux-là, ils sont pris des augmentations complètement énormes. Je vous ai fait un petit extrait d'un document de la Commission de régulation de l'énergie qui a publié un prix indicatif, donc moyen, pour les usagers qui ne sont pas au tarif réglementé de vente, et donc qui doivent aller négocier leur contrat avec leurs fournisseurs pour leur donner une idée de à combien c'était normal de renégocier. Donc là, on était au deuxième semestre, justement, 2022. Donc il disait, ces prix ont pour vocation, ces tarifs indicatifs ont pour vocation de permettre aux PME et aux collectivités de s'assurer que les offres de leurs fournisseurs sont compétitives et reflètent bien le coût d'approvisionnement. Donc c'est bien normal. Et donc, on voit que le prix de référence, vous voyez, alors selon le profil de consommation, selon si on consomme un peu toujours la même... si on n'est pas très saisonnalisé, c'est-à-dire qu'on a une consommation assez constante sur l'année,
ou selon qu'on a un profil plus saisonnalisé, on était dans des prix normaux, on va dire, entre 342 et 430, quoi. Donc vraiment des prix très supérieurs au coût de production. Et je vous ai mis un exemple de facture d'un contrat d'un consommateur réel, d'une entreprise, qui était donc à 420 €, qui était entre 1400 et 2600 € du mégawattheure en hiver, alors selon les heures pleines et les heures creuses. Et puis en été, il était à 370 € du mégawattheure. Donc vraiment des factures énormes. Donc il y a eu des mesures d'urgence là-dessus. Les prix dont je vous ai parlé, c'était avant mesures d'urgence. Donc se sont appliquées des mesures d'urgence extrêmement compliquées, très difficiles à suivre, y compris pour les commerciaux d'EDF, pour les fournisseurs et encore plus pour les consommateurs. J'ai essayé d'en faire une petite synthèse sur ce que c'est aujourd'hui, puisque en plus ça n'a pas arrêté d'évoluer. Donc les petits consommateurs, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles aux tarifs réglementés, eux, ils ont eu ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire, qui bloquait l'augmentation du tarif réglementé de vente à 4% en 2021 et à 15% en 2022. À 4% en 2022, reprenant l'évolution de 2021, parce qu'on a toujours un an d'écart, et à 15% en 2023. Sinon, ces augmentations auraient été d'un tout autre ordre. Elles auraient été de 45% en 2022 et de plus de 100% en 2023. Ensuite, pour les toutes petites entreprises, je me suis trompée, excusez-moi, qui ont une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, là, ils ont eu un plafonnement aussi à 280 € du mégawattheure, donc 280 € très très supérieur au coût de production qui est inférieur à 100 € du mégawattheure. Les autres TPE, donc celles qui avaient une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, notamment les boulangers dont on a beaucoup entendu parler, et les PME, et les ETI, les toutes petites industries, eux, ils ont un amortisseur. Alors, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que l'État prend en charge une partie de la facture au-delà d'un certain seuil, 180 € du mégawattheure, mais jusqu'à aussi un certain plafond, donc il leur reste une grande partie à leur charge. Et puis les plus grands clients, eux, c'est des aides ciblées, alors qu'on ne peut pas détailler. Donc j'ai dit, ces mesures sont extrêmement complexes. Moi, j'ai eu au téléphone des boulangers qui disaient, je ne comprends pas, on nous avait dit que ça ne serait pas plus que ça, et finalement, quand on reçoit la facture, c'est complètement différent. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire le mois prochain, je ne sais pas si je vais fermer ou pas. Et tous nous disent ça. Et je vous donne un extrait de ce qui était prévu au 6 janvier 2023, donc qui était sur le site du ministère avant qu'ils revoient à nouveau leur aide. Donc ce qui était prévu notamment pour les boulangers, c'était un dispositif avec lequel une boulangerie pourra bénéficier d'une aide égale à 50% du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50% et la facture du mois concerné, dans la limite de 70% de la consommation de 2021 et plafonnée à 4 millions d'euros. Vous voyez un peu la complexité des choses. Alors, j'avais entendu le ministère dire on ne comprend pas, les gens ne demandent pas assez les aides, mais simplement ils sont complètement noyés sous la complexité, de la chose. Et pour l'État, c'est extrêmement compliqué aussi, parce que l'État, pour mettre en place ce bouclier tarifaire, en fait, il rembourse tous les fournisseurs de la différence entre leur coût d'approvisionnement et le plafond qu'ils ont déterminé, sauf que le coût d'approvisionnement d'un fournisseur dépend de chaque fournisseur, dépend de à quel moment il a acheté, est-ce qu'il a acheté à terme, à 1 an, à 3 mois, à 2 mois, donc c'est une vraie usine à gaz, on ne voit pas très bien comment ils vont s'en sortir. Et puis malgré cette complexité, les mesures sont largement insuffisantes. On a des pléthores de témoignages de faillite ou de risque de faillite, une absence totale de visibilité sur ce que vont devenir les entreprises à très court terme. Chez les plus grands, les industriels, notamment des baisses de production qui ont été constatées, notamment cet hiver, avec une menace de délocaliser, des risques sur l'emploi. Il y a eu une étude de la Fabrique de l'Industrie qui dit que c'est 117 000 emplois qui seraient menacés. Il n'y a pas de fournisseurs en dernier recours pour ceux qui n'ont pas un tarif réglementé de vente. Ça veut dire que beaucoup se retrouvent avec personne qui leur fait une offre. Notamment à l'automne dernier, aucun fournisseur ne répondait, notamment pas EDF, et donc ils se retrouvent sans rien, obligés d'accepter un peu n'importe quoi. Évidemment, un impact sur les investissements, puisque quand on est dans une telle explosion des factures et invisibilité sur l'avenir, c'est pas possible de faire des investissements, notamment les mairies disent qu'elles ont complètement bloqué tous les travaux sur l'isolation des bâtiments, elles ont fermé des services publics ou amoindri des services publics de proximité, et puis évidemment ça alimente l'inflation.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Là, on a vu ce qui s'est passé en France assez rapidement. Dans les autres pays, ça ne se passe pas forcément mieux. Tout le monde a dû intervenir, tous les États pratiquement sont intervenus. Alors, on a beaucoup entendu parler du cas de l'Espagne et du Portugal. On entend régulièrement qu'ils sont sortis du marché et que donc on pourra en faire autant. En fait, ils ne sont pas sortis du marché, l'Espagne et le Portugal. Ils ont juste... Alors, ils ont obtenu une dérogation plus rapidement que les autres parce qu'ils étaient plus impactés que les autres pays, parce qu'ils avaient plus appliqué les règles, les préceptes de la Commission européenne qui disaient que les prix de marché très volatiles devaient se retrouver très rapidement, devaient fidèlement se refléter dans les tarifs aux usagers. Et donc les usagers, dès l'été 2021, ont vu leurs factures exploser, alors qu'en France ou dans d'autres pays, on avait nos tarifs réglementés qui nous protégeaient encore un peu. Donc ils ont obtenu une dérogation, et ils ont décidé de plafonner le prix du gaz qui est utilisé pour la fabrication de l'électricité. Et donc, comme les centrales à gaz sont généralement les centrales les plus chères appelées, donc qui forment le coût marginal et donc qui déterminent le prix de marché, en plafonnant le prix du gaz qui est utilisé dans les centrales électriques, mécaniquement, ça plafonne le prix de l'électricité. Mais ce n'est pas une sortie du marché. En plus, c'est une subvention, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent à l'État qui doit compenser cette différence entre prix d'achat du gaz et prix plafonné du gaz. Et puis, ça désoptimise, ça fausse complètement les règles de marché, et notamment, ça avantage artificiellement les centrales à gaz de la péninsule ibérique, puisqu'elles sont moins chères à produire, et donc elles peuvent passer avant des centrales thermiques qui pourraient être plus performantes, qui seraient disponibles dans un autre pays. Et on a même été jusqu'à voir des turbines à combustion, donc, qui sont des moyens de pointe, normalement, avec un rendement qui n'est pas très bon, passer avant des cycles combinés gaz avec un nettement meilleur rendement ailleurs en Europe. Donc, alors en plus, c'est une fuite de subventions, c'est-à-dire que l'État espagnol subventionne une électricité qui finalement contribue à baisser le prix aussi dans les autres pays. Et de toute façon, ce n'est pas une solution généralisable. Ça a été toléré en Espagne et en Portugal parce que de toute façon, les interconnexions sont relativement limitées, mais si les autres pays faisaient ça, ça ne serait pas possible, quoi. Alors, je vais prendre un autre exemple aussi, l'Allemagne. Eux, alors que l'Allemagne est un pays qui a beaucoup, en tout cas dans les négociations européennes, qui se bat beaucoup contre toute forme de régulation, en fait, ils ont complètement contourné le marché avec un bouclier tarifaire vraiment massif, un plan de 200 milliards d'euros qui a été annoncé en fin 2022 pour mise en place à partir de 2023. Il y en a qui parlent de bazooka énergétique, d'aide colossale. Voilà, et parce que ils sont comme les autres pays, c'est-à-dire qu'ils avaient une industrie qui disait nous, il y a des milliers d'emplois qui sont menacés, donc on ne peut pas continuer comme ça. Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, en plus, c'est que ce plan d'aide, parce que ce qui a été toléré cette année, c'était des mesures temporaires pour passer la crise, mais l'Allemagne est en train de dire qu'il pourrait prolonger ce bouclier tarifaire très important jusqu'à 2030, avec donc un coût pour les industriels qui serait de l'ordre de 60 € du mégawattheure, donc bien en deçà de ce que nous, on a. Donc c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais, on va dire. Alors si on fait un petit bilan financier de ces aides et de ces explosions du système, on a donc les consommateurs qui ont beaucoup financé, qui ont beaucoup contribué dans cette crise par leurs factures, puisqu'on a vu que leur prix, le prix de l'électricité a beaucoup augmenté. Donc si on multiplie ce prix moyen de l'électricité, alors bon, ne prenez pas ça, il faudra que je consolide ces chiffres, mais je pense que ça donne vraiment un ordre d'idée qui est bon. Donc si je multiplie le prix moyen qu'ont payé les usagers par leur volume de consommation, et ils ont financé via leur facture 106 milliards d'euros. Là-dessus, il y a une part qui a été prise en charge par l'État, c'est-à-dire par les contribuables via les boucliers tarifaires et toutes les aides qu'on a vues, qui est de l'ordre de 34 milliards d'euros. Et puis, mais par ailleurs, il y a eu des recettes qui ont été récupérées par l'État, notamment une taxe sur les super-profits, les producteurs renouvelables qui avaient un prix garanti et qui ont reversé une partie de leur vente à prix de marché, donc à prix très haut, à l'État, et puis une taxe supplémentaire sur la Compagnie nationale du Rhône, qui elle aussi faisait des bénéfices anormaux, on va dire. Et donc finalement, ils ont récupéré 29 milliards d'euros. Donc si on regarde le financement net par la collectivité, c'est-à-dire les ménages, les entreprises et l'État, on est à 106 milliards moins 29 milliards, donc 77 milliards d'euros.
donc 77 milliards d'euros, dont 5 milliards seulement pour l'État, en fait, 34 moins 29. Alors que si on regarde le coût global qu'on peut estimer de ce que ça coûte de produire et de transporter en France, c'est plutôt de l'ordre de 56 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on a un surfinancement du système de 21 milliards. Où sont partis? C'est-à-dire que si on avait été dans un système régulé, on aurait payé 56 milliards, alors que finalement, il y a 77 milliards qui ont été payés par la collectivité. Je vous dis, c'est des chiffres un peu à la louche. Donc il y a 21 milliards qui sont en fait du surfinancement ou de la rente des acteurs. Et si on rapporte cette rente au coût de production, on a une rente de presque 50%. Et donc évidemment, ça se voit, on a des résultats records des énergéticiens et en contrepartie des consommateurs qui sont en grande difficulté. Mais en plus de ça, là, j'ai mis dans un tout les producteurs et fournisseurs, sauf qu'on peut faire quand même un cas particulier d'EDF, EDF qui est un acteur public, donc finalement c'est la collectivité, qui détient 80% des moyens de production et qui a à peu près pas fait de bénéfices, voire plutôt des pertes cette année. Donc en fait, les surfinancements de 21 milliards, ils sont plutôt à rapporter aux acteurs privés qui ne représentent que 20% de la production. Et donc là, on voit un peu le niveau de la rente. Et en plus de ça, oui. Excuse-moi juste, parce qu'il y a une question dans le fil de discussion, alors je ne sais pas si tu veux les prendre maintenant. On avait dit plutôt à la fin, sauf si ça aide à la compréhension, dis-moi. Parce que là, ça concernait l'Allemagne, du coup, je ne sais pas. Oui. C'est comme tu veux, soit. Bon, on prendra à la fin peut-être alors. D'accord, donc on note tout, on prendra les questions à la fin. Sauf s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi, oui, d'accord. Et donc. Excuse-moi, là, sur ce point-là, tu parles de coûts de production, mais c'est des coûts de production en temps normal, mais sauf qu'on ne pouvait pas produire à ce coût-là en 2022, étant donné que le parc était à moitié par terre. Si, j'ai pris les coûts de j'ai pris les coûts de production 2022, là. D'accord. Je compare aux coûts de production 2022. Ok. Merci. Oui, donc, alors, je disais EDF à 80% de la production, mais en plus, EDF, il y a eu des transferts en fait financiers entre EDF et les fournisseurs alternatifs par deux leviers. Alors, un premier levier deux leviers principaux, on va dire. Le premier levier qui est l'arbitrage à l'AREN, c'est-à-dire que les fournisseurs se sont amusés, si on peut dire, à gonfler leur portefeuille en été, puisque c'est en été que c'est les heures d'été qu'on appelle heures d'AREN qui définissent le volume auquel chaque fournisseur a droit en AREN. Donc l'AREN, c'est l'accès régulé au nucléaire à 42 € du mégawattheure. Donc ça veut dire que les fournisseurs ont accès au nucléaire à un prix pas cher, on va dire, sont censés les répercuter sur leurs consommateurs. Et donc normalement, ils ont un droit d'AREN qui est proportionnel à la consommation de leurs consommateurs, de leurs clients. Sauf que cette consommation, elle est regardée qu'en été, donc ils s'amusent à faire rentrer plein de clients l'été et à les faire partir vers EDF en général à la fin de l'été. Et donc ils profitent un peu de l'AREN. Mais c'est l'essentiel de l'arbitrage et de comment comment les fournisseurs se sont fait de l'argent, c'est l'arbitrage au tarif réglementé de vente. C'est-à-dire que pour tout le portefeuille qui est éligible au tarif réglementé de vente, donc les plus petits clients, les fournisseurs ont un portefeuille prévisionnel pour l'année, se couvrent, achètent sur les marchés à un prix donné, et puis si les prix de marché s'envolent, ils font partir leurs consommateurs, parce qu'en fait, ils ont des contrats qui leur permettent, avec un mois de préavis, de rompre le contrat. Donc ils font flamber leur prix, les consommateurs ne peuvent plus rester à ce tarif, et donc partent à EDF en général au tarif réglementé de vente, et les fournisseurs revendent sur le marché à un prix astronomique l'énergie qui était réservée pour leurs clients. Donc ils se font de la marge, et EDF à l'inverse se retrouve avec des clients qui n'étaient pas provisionnés, donc doivent racheter l'énergie sur le marché à prix important. Et par contre, quand les prix de marché s'effondrent, eh bien là ils peuvent faire une offre à leurs clients juste en dessous du tarif réglementé de vente, mais ça leur laisse une marge confortable. Alors, donc maintenant je vais venir au projet de réforme du marché européen. Donc on a cette crise majeure qui dure depuis 2 ans. On a donc des mesures d'urgence qui sont empilées, et tout le monde, y compris les plus fervents défenseurs du marché, qui ont reconnu qu'il y avait quand même un problème avec ce marché, notamment parce que les prix de marché
ne correspondaient pas au coût de production et donc étaient ultra volatiles, et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, ils ont promis, la Commission européenne a promis au printemps ou à l'été dernier de faire une réforme en profondeur de ces marchés pour essayer, disait-il, de plus ou moins décorréler les prix de marché et les tarifs aux particuliers. Donc l'annonce a été faite l'été dernier. Il y a eu tout un tas de débats parmi les acteurs intéressés. Bon, un débat qui est absolument insatisfaisant, puisqu'on n'a jamais eu de débat organisé, on n'a jamais eu de papier public pour expliquer les positions des différents pays. Donc on n'avait que ce qu'on appelle des non-papers, c'est-à-dire des fuites de papier officieux. Et puis le cadre était très contraint, c'est-à-dire que dès le début, on nous a dit, ça a été dit par la Commission européenne, sortir des marchés, c'est pas possible. Bon, on reviendra sur les arguments, mais ça nous déconnecterait de nos voisins, on serait dans le noir, etc. Donc il y a eu ce débat via non-paper interposé, et puis début 2023, il y a eu une concertation publique de la Commission européenne, c'est-à-dire que chacun pouvait, il y avait tout un questionnaire sur lequel on pouvait répondre. Donc la concertation publique, normalement, les réponses sont publiques, sauf que à date d'aujourd'hui, elles ne sont toujours pas publiques, alors qu'on est en train d'en débattre au Parlement européen, donc il y a un vrai problème de démocratie. Suite à cette concertation publique, le 14 mars dernier, la Commission européenne a publié son projet de loi. Donc là, maintenant, on sait dans le détail ce qu'il y a dedans. Et puis, donc actuellement, il y a des débats, il y a des rapporteurs qui ont été nommés, etc., pour un passage au Parlement européen. Alors, on ne sait pas exactement quand, ça sera probablement avant l'été, mais ce n'est pas sûr. Et a priori, il n'y aura pas de passage devant le Parlement français, parce qu'on considère que ça ne remet pas en cause suffisamment la directive européenne et le règlement européen que c'est en train de modifier. Ce qui est quand même un gros problème. Alors, quels sont les principes généraux de la réforme proposée par la Commission européenne? Donc, l'objectif, c'est de maintenir les marchés, absolument pas question de remettre en cause le principe même de la concurrence, mais d'essayer de diminuer les risques au maximum. En exposant moins au prix de marché les producteurs et les consommateurs, en essayant de fluidifier, comme ils disent, on va revenir, le marché, c'est-à-dire de permettre une meilleure participation à la flexibilité des consommateurs, et puis des interconnexions entre les marchés à terme des différentes zones de prix pour, moi je pense que ça ne servira pas à grand chose, mais disons pour essayer de diminuer les risques, et puis aller vers plus de régulation. Donc diminuer la part d'exposition au prix de marché, plus fluidifier et plus réguler. Alors, quels sont les moyens précis? Donc, on a dit, on maintient la concurrence des fournisseurs, mais on va développer des contrats à long terme, soit publics, soit privés, je vais revenir dessus, et puis développer le marché à terme. On va développer des communautés d'énergie, des produits de marché pour la flexibilité, et puis renforcer les contrôles, des obligations de couverture, des obligations de transparence pour essayer de diminuer les risques. Donc, je vais revenir un peu dans le détail sur les grands axes. D'abord, les contrats à long terme, c'est vraiment le pilier de la réforme. Le principe, c'est d'essayer de garantir à long terme, alors le long terme n'étant pas clairement défini, c'est probablement entre 7, 10, 15, voire 20 ans, donc de garantir un prix donné sur une quantité donnée à la fois pour les producteurs et pour les consommateurs. Donc il y a deux grands types de contrats à long terme, les contrats avec la puissance publique, donc entre le producteur et l'État. C'est ce qu'on appelle les contrats pour différence. Alors ça s'appelle des contrats pour différence parce que la forme, ce qu'on appelle le design de ces contrats, la manière dont ils sont écrits, font qu'il y a un prix garanti par l'État et que le producteur vend sur le marché et il reverse ce qu'il a vendu sur le marché, il reverse l'écart entre le prix de marché auquel il a vendu et le prix garanti est soit reversé par le producteur si le prix de marché est plus élevé, soit complété par l'État si le prix de marché est plus bas que le prix garanti. Donc ce type de contrat existe aujourd'hui en France pour le solaire et l'éolien. C'est ce qu'on appelle des contrats à complément de rémunération. Et en parallèle de ces contrats publics, il y a la réforme vise à développer, et même en priorité, des contrats privés, c'est-à-dire entre producteurs et consommateurs ou fournisseurs, c'est-à-dire fournisseurs pour le compte des consommateurs. Donc ça, on appelle ça des PPA, des Power Purchase Agreements.
Alors ça, il n'y en a pas en France, sauf un cas particulier qui est Excelsium, mais qui a un accès préférentiel au nucléaire pour vraiment les très très grandes industries électro-intensives. C'est en fait une forme de subvention à l'industrie. Mais à part ça, c'est quelque chose de nouveau en France. Ça existe dans d'autres pays, mais peu pour l'instant. Et en fait, il y a un gros débat qui est encore actuel, qui est quelle place relative on laisse aux contrats publics versus ces contrats privés. Quelle filière sera éligible à ces contrats publics? Donc c'est plutôt limité dans la réforme. C'était plutôt pour la production décarbonée, nucléaire et renouvelable, mais pas hydraulique de lac. Enfin, il y a des choses assez étranges. Est-ce qu'on le réserve aux nouvelles centrales ou est-ce qu'on accepte de faire des contrats publics pour les centrales existantes, notamment c'est important pour le nucléaire. Et donc en fait, ce que dit la réforme aujourd'hui limite les CFD alors qu'elle pousse plutôt les contrats privés. Alors, les contrats publics, je dirais que c'est la moins pire des solutions, on va voir. C'est un objectif, je pense, qui est partagé par tous, c'est-à-dire revenir à des prix le plus stables possible, ne pas continuer à être exposé aux prix de marché ultra volatiles et qui ne correspondent pas aux coûts de production. Mais il y a un problème technique ou théorique majeur qui est que c'est impossible de garantir un prix complètement aux producteurs et en même temps de leur garder une incitation à optimiser, c'est-à-dire à produire les bonnes quantités au bon moment, à placer la maintenance au bon moment, parce que s'ils ont un prix garanti, ils n'ont aucun intérêt, par exemple, à mettre les maintenances plutôt l'été que l'hiver. Donc, pour contourner cette incompatibilité, en fait, on essaye de pondérer les problèmes, on va dire. Donc, on conserve une part de la rémunération des producteurs qui reste exposée au prix de marché pour leur conserver cette incitation à optimiser. Et donc, cette part qui reste exposée au prix de marché, eh bien, ça revient à une surrémunération, soit explicite, c'est-à-dire qu'on dit que ça sera en plus de leur prix garanti, soit implicite, c'est-à-dire qu'en fait, on les expose pour partie au risque de prix, mais s'ils sont exposés au risque de prix, ils vont eux-mêmes augmenter leur rentabilité exigée, puisque c'est plus risqué, et donc ça va augmenter les coûts. Donc il y a de nombreux travaux et publications qui essayent de voir comment on pourrait contourner cette difficulté. On pourra y revenir dans les questions. Est-ce qu'il faut Alors, il y a des histoires de quantité. Sur quelle quantité on rémunère? Est-ce que c'est une quantité théorique, la quantité réelle? Quel prix on prend? Sur quelle durée, etc. Mais cette difficulté technique est complètement passée sous silence par la réforme, alors que les papiers qui sortent montrent qu'il n'y a pas de solution idéale, quoi. On est toujours dans une... Soit on expose au risque et ça augmente les coûts, soit on n'arrive pas à inciter à optimiser. Donc, encore une fois, c'est la moins pire des solutions dans un univers qui impose la concurrence, mais comme ça maintient un risque, le coût du capital, donc le coût de financement des installations, qui est un paramètre majeur du système, reste très pénalisant. Je redis que pour un taux de rémunération, pour un coût de financement de 4%, c'est-à-dire si les investisseurs qui investissent dans les centrales demandent une rémunération de 4% de leur placement, la moitié du coût total de production, c'est des coûts de financement. Donc, c'est vraiment le paramètre essentiel du coût. Et si on passe d'un taux de financement de 1% à 7%, ça c'est RTE qui le dit, on double pratiquement les coûts de production. Donc, c'est la solution la moins pire, mais quand je dis que c'est un problème pour le coût du capital, c'est vraiment un problème majeur. Et puis, ça reste des solutions très compliquées. On a du mal à paramétrer ces contrats à long terme. Et donc, comme c'est compliqué, qu'il n'y a pas d'études d'impact, en plus, qui ne sont pas décrits dans le détail, il y a des risques d'effets pervers qui sont non anticipés, comme on en a vu par le passé sur tout un tas de mécanismes. Alors, maintenant, il y a les comptes. Je vais revenir l'autre volet, c'est les contrats long terme privés, donc les PPA, alors ceux-là qui sont beaucoup plus dangereux à mon avis. Et le principe, c'est toujours d'essayer d'avoir une visibilité sur le long terme, sur les revenus, sur les prix, à la fois pour le producteur et pour le consommateur, sauf qu'on va réserver certaines centrales à certains consommateurs. Et donc, ils ont un droit de tirage à prix négocié. Alors, en général, c'est à prix librement négocié, sur une ou plusieurs centrales, ça, la réforme ne le dit pas.
Juste par rapport à, j'ai oublié de vous dire, sur les CFD, en général, les prix, c'est des appels d'offres, en fait. Donc, c'est par appel d'offres qu'on va définir les prix, la quantité, etc. Donc, les PPA, comme ça réserve certaines centrales à certains consommateurs, ça veut dire que c'est une rupture totale d'équité de traitement, puisque les coûts entre les centrales, entre les différentes centrales en France et partout, sont très très différents, très hétérogènes. Par exemple, le coût de production de l'hydraulique sur le Rhône, donc la compagnie nationale, c'est la compagnie nationale du Rhône, filiale d'Engie, qui les exploite, qui exploite les barrages, c'est de l'ordre de 25 € du mégawattheure. Le nucléaire, bon, il y a des débats, c'est autour de, on ne sait pas, 42, 50 € du mégawattheure, le nucléaire historique. Hein. L'éolien en mer à Dunkerque, c'est 50 et quelques, 53 € du mégawattheure. Et en baie de Saint-Brieuc, c'est 3 fois plus. Donc, si on commence à réserver certaines centrales à certains consommateurs, on voit bien que ça va être des inégalités, mais flagrantes. Et en plus de ça, moi, je n'ai pas vu aujourd'hui dans la réforme quelque chose qui dise que les centrales seront réservées, ces PPA seront réservées aux consommateurs du pays de la centrale. Il n'y a pas l'air d'avoir de clause de territorialité, alors peut-être qu'ils en ajouteront, mais on peut craindre donc que ce soit un partage des centrales partout en Europe, avec les centrales les moins chères qui seront réservées pour les gros industriels de tous les pays, pour ceux qui auront mieux négocié, et puis il restera les moyens les plus chers pour les autres. Alors que les autres, aujourd'hui, l'AREN, par exemple, est réservée aux consommateurs français. Bon, l'autre problème, c'est que c'est une exposition indirecte finalement au prix de marché, puisque c'est des prix librement négociés, donc on peut arbitrer, soit on contracte ces PPA, soit on décide d'aller sur le marché, et donc on peut penser que si on signe des PPA au moment où les prix de marché sont élevés, les prix des PPA vont être élevés. Si au contraire on signe ces PPA au moment où les prix de marché sont bas, les prix des PPA sont bas, voire on n'arrivera pas à signer, enfin les producteurs n'arriveront pas à signer. Et donc, ça veut dire que probablement ceux qui arriveront à signer des PPA, c'est les centrales pas chères, et il y aura moyen de se faire une surrémunération importante grâce à ça. Bon, en plus, ça génère beaucoup de surcoûts. D'abord, des frais de contractualisation. Ça va être excessivement compliqué d'arriver à signer ces contrats, de se prémunir contre des risques éventuels. Les associations de consommateurs disent, c'est normalement prévu maintenant pour être accessible, y compris aux PME. Les associations de consommateurs disent, mais aucune entreprise n'est capable de prévoir son volume de consommation sur telle durée, et sur une telle durée d'une décennie, voire plus, et d'arriver à signer des contrats aussi compliqués. Pour les plus petits consommateurs, ça se fera via les fournisseurs, mais c'est pareil, les fournisseurs signer des engagements sur une durée aussi longue, sans avoir une visibilité, ne serait-ce que sur leur viabilité, ça paraît très difficile. Ils ont un risque volume, donc si jamais ils consomment beaucoup moins que prévu, il va falloir qu'ils revendent sur les marchés, donc ils vont être exposés au prix de marché. Donc j'ai le risque de contrepartie, je l'ai dit, si jamais il y a un des co-contractants qui fait faillite, c'est un problème. Donc la réforme prévoit des garanties d'État pour essayer de diminuer ces risques, mais donc ça veut dire qu'on se retrouve comme d'habitude dans un système où on privatise les gains et on socialise les pertes. Donc tous ces surcoûts, tous ces risques vont introduire une forte augmentation du coût de financement, avec encore une fois un impact majeur sur la facture. Et puis, bon, cette complexité, évidemment, ça fragilise à nouveau le système, parce qu'on l'a vu par le passé, à chaque fois qu'il y a des systèmes complexes, finalement, ça crée des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Et puis, c'est une barrière à l'entrée, parce que très peu de consommateurs seront effectivement capables de signer de tels contrats. Alors, l'autre point, c'est que, bon, on vise, paraît-il, depuis le début, à essayer de déconnecter l'ultra-volatilité des prix de marché, ne pas les répercuter sur les consommateurs, mais finalement, les consommateurs restent de cette partie. Alors, par exemple, il y a des produits PPA non plus, notamment le thermique, tout ce qui est stockage, on ne sait pas encore très bien. Bon, même s'il y a des choses qui commencent à se développer sur les steppes. L'hydraulique de lac, on ne sait pas très bien non plus. En plus, ces contrats ne sont jamais obligatoires, donc ça veut dire qu'il y a une partie qui peut rester au prix de marché. Alors, l'autre volet aussi, c'est qu'ils veulent favoriser, la réforme veut favoriser les marchés à terme
pour faire en sorte qu'on utilise moins les marchés court terme, mais qu'on utilise donc les marchés spot, mais qu'on utilise plus les marchés à long terme. Et pourtant, quand on regarde sur l'histoire récente, et puis même quand on regarde comment sont constitués ces prix de marché à terme, les prix de marché à terme, c'est l'anticipation qu'on fait du prix spot, donc des coûts marginaux à terme. Donc, par exemple, les prix à 1 an, c'est comment les acteurs voient le prix spot à 1 an, en intégrant éventuellement une prime de risque, voire des effets de panique. Hein. Ce qu'on a vu à l'été dernier, c'est que finalement, c'est les prix à terme qui se sont envolés au-delà de 1100 € du mégawattheure parce qu'il y avait des craintes de défaillance, de manque de production, notamment en France. Et donc, c'est pas, je dis, les prix de marché à terme sont aussi extrêmement volatiles et en plus ne reflètent pas les coûts de production puisqu'ils sont eux-mêmes calés sur les coûts marginaux. Donc c'est à mon avis pas une bonne solution. Et puis c'est des mécanismes qui sont ultra complexes pour essayer de développer ces marchés internes, évidemment sans étude d'impact. Donc là encore, moi je trouve ça grave d'aller dans des systèmes tellement compliqués dont on a des retours d'expérience qui nous font dire qu'il faut vraiment beaucoup se méfier, sans étude d'impact. Les PPA aussi, on l'a vu, sont influencés indirectement par le marché, puisque c'est les prix librement négociés qui seront arbitrés avec le marché. Et donc finalement, on a des consommateurs qui restent exposés partiellement au prix de marché, alors moins qu'aujourd'hui s'il y a beaucoup de contrats long terme, notamment publics, mais à quelle part, et quand les prix font x15, même si c'est une petite part, c'est une grosse exposition qui reste. Et puis d'un autre côté, ça veut dire que cette volatilité qui a généré des rentes pour les producteurs subsistera, et donc il y aura des rentes toujours possibles pour les producteurs. Et si je prends un exemple sur le thermique, sur les énergies fossiles, on dit, ce qui est prévu en fait, c'est que les productions fossiles, donc à gaz et voire à charbon pour les pays qui en ont, vendront toujours sur le prix de marché, comme d'ailleurs, encore une fois, l'hydraulique de lac. Or, quand le prix de marché s'envole parce qu'il est guidé par le coût de la défaillance, s'envole à plusieurs milliers d'euros, ou même quand il est déterminé par la centrale la moins performante au gaz, ça laisse quand même une marge très substantielle pour les CCG, pour tout un tas de centrales à gaz. Et inversement, si les prix baissent, là, il y a un vrai risque pour les producteurs. Donc même si on met des taxes sur les super-profits, on a vu les taxes sur les super-profits, elles ont été mises en place, mais ça ne prend qu'une toute petite part des rentes qui se font sur un système qui, me semble-t-il, ne devrait pas pouvoir laisser se développer des profits puisque c'est un bien de première nécessité. Alors, un autre point qui a été aussi beaucoup développé, qui est beaucoup développé dans la réforme, c'est l'autoconsommation individuelle, mais aussi collective, ce qu'ils ont appelé l'énergie partagée, les communautés d'énergie. Alors, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il y a derrière, mais en fait, le principe, c'est donc de développer l'autoproduction ou l'autoconsommation, c'est-à-dire de faire bénéficier. Si on a des panneaux solaires ou une petite centrale, on peut en bénéficier soi-même pour sa propre consommation, mais aussi en faire bénéficier des proches, voire des pas proches, une communauté en tout cas. Voilà, une communauté qui va donc pouvoir éventuellement payer moins cher que s'il était resté au tarif, exposé au prix de marché ou au tarif moyen français, et puis qui va essayer surtout éviter cette volatilité. Alors, il n'est pas question de remettre en cause le développement on ne va pas partir sur on ne débat pas là de est-ce qu'il faut développer la production décentralisée. De toute façon, dans tous les scénarios, il y a besoin d'une part de production décentralisée, mais le problème, c'est que d'abord, ça désoptimise les programmes de production, puisque ça incite les consommateurs à déplacer leur production pour répondre à un objectif local de leur collectivité, mieux correspondre à la production locale de leur communauté, alors que l'optimisation, si on voulait une bonne optimisation, il faut déplacer ces usages pour répondre à l'optimisation globale du système. Et bon, l'autre problème, c'est que on a des gros doutes sur le fait que le financement des réseaux soit assuré et que ces collectivités prennent leur part dans le coût réel d'utilisation des réseaux, notamment parce que en général, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que l'autoconsommation payent moins de parts de réseau, alors qu'en fait, ils ont autant besoin de réseau que ceux qui n'autoconsomment pas, parce que ce qui définit à 90%, voire plus, les coûts de réseau, c'est le
la pointe, en fait. Donc, c'est quelle est la consommation max. Et ça, c'est la pointe, en général, le soir, l'hiver. Et là, il n'y a pas de production locale. Donc, ils ont besoin des mêmes réseaux que s'ils n'autoconsommaient pas. Et surtout, la chose la plus grave, mais comme les PPA, c'est que c'est contraire à la péréquation tarifaire nationale. C'est-à-dire qu'on est dans une logique, je dirais, communautariste, où chacun paie ses propres coûts, et encore avec des discussions sur le financement des réseaux, mais aussi des moyens de pointe et d'équilibrage. Donc, je ne vois pas pourquoi on pousse à fond ces énergies partagées. On peut, par d'autres moyens bien plus efficaces et bien moins coûteux, inciter au développement de la production décentralisée et inciter à l'implication citoyenne dans les choix énergétiques. Alors, je dirais ce qui ressort beaucoup de cette réforme, c'est une complexité encore accrue et puis des risques qui subsistent. Alors, vu du consommateur, qui depuis le début demande un système simple, clair, prévisible, et ben on se retrouve avec des tarifs réglementés de vente qui sont maintenant quasiment interdits. On a vu qu'ils sont déjà très très diminués. Pour ceux qui auraient un doute sur le fait qu'on puisse faire disparaître ces tarifs réglementés de vente, je rappelle que les tarifs réglementés de vente du gaz se terminent au mois de juin en pleine crise énergétique. Et là, la réforme détaille les cas où il pourrait subsister des tarifs réglementés de vente, c'est vraiment ultra limité sur une partie de la consommation, en cas de crise, et c'est la Commission européenne qui aura le dernier mot pour définir si on est en cas de crise ou pas, pour les petits clients, etc. Enfin, c'est vraiment ultra limité. Donc, ils n'ont plus de tarifs, ils vont pratiquement plus avoir de tarifs réglementés de vente, les consommateurs, alors que c'est ça qu'ils demandent de tous, les plus petits aux plus gros. Ils continuent à être exposés partiellement à la volatilité du marché, on l'a vu. Et puis, ils doivent devenir véritablement experts énergétiques. C'est-à-dire qu'ils ont une multitude d'options qui s'offrent à eux, c'est-à-dire donc ils vont avoir le choix entre des offres fixes et des offres variables. Alors, les offres variables, on appelait aussi tarification dynamique. Juste avant la crise, ça a été poussé par la Commission européenne. Chaque fournisseur était obligé de proposer une offre dynamique, donc ils suivent de près les variations et la volatilité du marché. Évidemment, c'était un petit peu, je dirais, à contre-courant. Donc maintenant, ils poussent plus trop ça. Enfin, ils maintiennent ces offres dynamiques, mais ils poussent plutôt à une obligation d'offre fixe, c'est-à-dire un prix garanti sur une certaine durée. Mais ce n'est pas parce qu'on a un prix garanti sur une certaine durée qu'à la fin du contrat, on ne se retrouve pas exposé à des multiplications de factures par 3, 4 et 10, comme ça s'est vu cette année. Mais donc, les consommateurs, ils auront le choix entre ces offres fixes et ces offres variables. Ils pourront avoir des doubles compteurs. Ils pourront avoir plusieurs fournisseurs. Ils pourront signer des PPA directement ou via leurs fournisseurs. Ils pourront participer à des communautés d'énergie, donc se chercher des producteurs locaux avec qui partager leur énergie. Ils pourront participer aux mécanismes de flexibilité, qui est très compliqué, donc ils devront jouer sur les marchés. C'est quand même vraiment pas exactement ce qu'ils demandaient. Donc on est à l'inverse de ce qu'ils voulaient. Tout ça, encore une fois, sans étude d'impact, donc difficile de voir ce qu'il en sortira. Et puis, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront pas la possibilité d'être complètement indépendants de la volatilité, enfin, préservés, on va dire, de la volatilité des marchés. Pour le contribuable, ça risque d'être cher aussi. Ce qu'on a vu, c'est finalement, ça a coûté très cher à l'État et ça a été des mécanismes ultra compliqués d'intervenir après coup. C'est-à-dire qu'une fois que les fournisseurs ont signé des contrats très élevés avec des consommateurs et se sont couverts sur les marchés pour assurer ces contrats, plafonner les prix, ça veut dire qu'il faut aller rembourser les fournisseurs a posteriori et c'est très compliqué. Et donc là, comme on reste dans des mécanismes coûteux, on va rester dans des systèmes qui risquent de coûter très cher quand on voudra rattraper les dérives et faire face à des crises qui ne manqueront pas d'apparaître. C'est aussi très complexe et très risqué pour le système. Alors il y a tout un tas de mécanismes dans lesquels on ne peut pas rentrer dans le détail, mais qui sont d'abord très peu décrits, toujours à nouveau sans étude d'impact et qui pourraient être potentiellement dangereux. Alors je vais en citer deux, des hubs virtuels, c'est-à-dire qu'on veut coupler les marchés à terme. Alors personne ne comprend vraiment ce qu'il y a derrière. Moi je crains à nouveau, alors on pourrait acheter sur une autre zone de prix à terme et en même temps réserver une capacité d'interconnexion pour être sûr de pouvoir réimporter son énergie. Ça risque encore de favoriser ceux qui arriveront à comprendre quelque chose sur ce marché aux dépens des autres. Et il y a un deuxième exemple qui est que aujourd'hui, il y a des échanges avec la bourse, enfin, c'est l'opérateur de bourse qui fait les échanges qui détermine le prix, et une heure avant le temps réel,
le gestionnaire de réseau, donc RTE en France, reprend la main pour garantir l'équilibre physique du système, puisque il n'y a que RTE qui est garant, enfin il n'y a que les gestionnaires de réseau qui sont garants de cet équilibre physique, et intervenir pour, en cas de déséquilibre, pour demander à telle centrale de redémarrer, pour prévoir des marges, etc. Et comme notamment les producteurs d'énergie renouvelable se plaignent qu'ils n'ont pas l'opportunité d'optimiser au mieux leur production, puisque ils sont soumis à des incertitudes, notamment liées aux aléas climatiques. Ils aimeraient bien pouvoir continuer à acheter et vendre pour préciser leur production jusqu'au dernier moment. Il est question de retarder ce moment de prise en main par les gestionnaires de réseau, ce qu'on appelle le gate time. Alors, je ne sais plus, enfin, c'est le guichet, quoi. En français, on dit le guichet en prise en main. Alors, je ne sais pas si ça va perdurer, parce que je pense que les gestionnaires de réseau ne sont pas très heureux de ça, mais ça donne un peu une idée de ce qu'ils ont derrière la tête, quoi. On fait vraiment passer l'intérêt financier avant l'intérêt physique. Alors, il y a une chose positive, hein, c'est ils disent et redisent qu'il faut plus de transparence, plus de contrôle, plus de donc il y aura plus de moyens mis sur les autorités régulatrices, et puis une obligation de couverture des fournisseurs sur les marchés. Mais en fait, ça va peut-être amener un tout petit peu de choses, mais globalement, à mon avis, c'est peine perdue. C'est-à-dire que une obligation de transparence ou de contrôle dans un système tellement compliqué, quand on voit les études qui sont menées juste pour essayer, là, il y a 3 études en cours, juste pour essayer de comprendre si les fournisseurs ont ou n'ont pas bénéficié de l'Arenh à tort, c'est infernal, quoi. Personne n'arrive à voir. Donc, on a du mal à voir comment les fournisseurs, comment dans un système aussi compliqué, on arriverait, malgré plus de transparence et malgré plus de contrôle, à éviter les dérives qu'il y a eu. Et un mot sur les couvertures. Donc, un moyen de rassurer les consommateurs aussi, d'éviter des risques sur les consommateurs, c'est d'éviter les faillites des fournisseurs, qu'il n'y a pas tellement eu en France, mais qu'il y a eu beaucoup plus en Angleterre ou dans d'autres pays, en les obligeant à se couvrir. Mais un fournisseur ne peut pas se couvrir contre tous les risques. Le marché est dit incomplet, c'est-à-dire notamment il y a des risques de volume. Enfin, quand il y a un problème de production, personne ne peut se couvrir contre le risque. Et donc finalement, il subsistera un risque. Si on ne mutualise pas en fait les coûts et les risques, on n'arrive pas à se défaire du problème. Et donc moi, l'impression que ça me fait, c'est qu'on continue à jouer aux apprentis sorciers, alors que ça fait 20 ans qu'on fait ça, et 20 ans qu'on essaye de rattraper à chaque fois les dérives qu'on n'avait pas prévues. Alors, face à ça, nous, on a une proposition qui nous semble assez simple et de bon sens, on va dire, et qui part des objectifs. Alors, c'est quoi les objectifs qu'on devrait se donner, nous semble-t-il? D'abord, c'est une équité de traitement. C'est un bien de première nécessité, l'électricité, il faut que tout le monde y ait accès, et dans les conditions, à des prix à peu près comparables pour un même profil de consommation. Bon, si on veut une équité de traitement, on ne peut pas avoir de concurrence des fournisseurs, puisque le principe même, c'est que chacun va faire des offres et va essayer de négocier, et ceux qui auront mieux négocié auront de meilleures offres, et ça sera aux dépens des autres, puisque c'est un jeu où, finalement, à la fin, il faut payer tous les coûts du système. Donc, la seule façon d'avoir une équité de traitement, c'est d'avoir un tarif public, une grille tarifaire pour tous les consommateurs. On prend tous les coûts du système, et on divise par le nombre du mégawattheure pour faire très simple, et puis chacun paye pareil. Ensuite, on peut rajouter des incitations, la gratuité des premiers usages si on veut un objectif social, on peut rajouter des incitations à consommer au bon moment, etc. Mais en tout cas, c'est la base. Bon, deuxième objectif, ça devrait être de minimiser les coûts du système pour à la fin payer le moins cher possible pour la même qualité. Et donc, le levier essentiel, on l'a dit, je répète à chaque fois, c'est les coûts de financement qui sont l'essentiel du coût de production de l'électricité. Et pour réduire ces coûts de financement, il faut réduire les risques. Et il faut que celui qui finance ait la surface financière soit le plus solide possible. Et donc, un acteur privé, c'est évidemment la propriété publique des moyens de production. Une fois en exploitation, c'est un moyen de diminuer énormément ces coûts de financement. Alors, quand je dis propriété publique des moyens de production, ça veut dire qu'on peut continuer, on ne parle pas du tout de la phase amont, la phase de planification où on définit les filières, puis de la phase de construction des centrales qui peut continuer à se faire comme aujourd'hui par appel d'offres. Mais une fois que les centrales sont construites, il n'y a pas de raison que ça reste propriété de ceux qui ont construit les centrales et ensuite de les laisser se rémunérer sur toute la durée de vie de la centrale. Parce que s'ils se rémunèrent sur toute la durée de vie de la centrale, ça veut dire qu'ils avancent l'argent de la construction pendant très longtemps, pendant toute la durée de vie de la centrale, et donc le
le coût du capital. Donc le coût du capital, c'est ce que demandent les actionnaires qui apportent l'argent ou le taux d'intérêt bancaire. Bah, celui-là, il s'accumule et ça fait une somme énorme. Alors que si, au moment où les centrales sont construites, ils deviennent propriété publique, comme quand on construit une maison, ben, on la paye au moment où on rentre dedans. On ne demande pas à celui qui l'a construit de se rembourser sur toute la durée d'occupation de la maison. Si on fait ça, c'est un financement public. On peut même faire des grilles tarifaires qui soient calées sur les flux de trésorerie, et donc on n'a pas ce coût du capital qui vient plomber la facture. Bon, l'autre levier, c'est d'avoir la meilleure optimisation possible du parc de production à toutes les échéances de temps, et ça, de manière mathématique, c'est démontrable qu'un opérateur unique qui a une visibilité sur toutes les contraintes du parc fait une meilleure optimisation que si on a plusieurs acteurs qui n'ont qu'une vision partielle du parc et qui se parlent, qui se coordonnent via un prix de marché. Et puis, il faut aussi supprimer tout l'écosystème financier qui est coûteux et qui ne sert à rien, notamment à commencer par les fournisseurs alternatifs. Bon, il faut aussi donc supprimer l'exposition inutile au risque, qui est coûteuse, je l'ai dit, mais qui est aussi un vrai problème pour l'activité et pour la survie de tous les usagers. Donc, pour supprimer l'exposition inutile au risque, eh bien, il faut un système où on a des tarifs qui couvrent les coûts, et donc par nature, il n'y a plus de risque, puisque les tarifs sont calés sur les coûts. On mutualise l'ensemble, donc on partage, on supprime la spéculation financière, et puis on s'appuie sur un acteur solide. Bon, moi, il me semble qu'il y a un autre aussi objectif dont on parle parfois, même pas toujours, ce sont quand même des infrastructures ultra stratégiques, hein, le système électrique, ça va l'être d'autant plus qu'on va aller vers la décarbonation, et donc ça me semble important d'avoir la maîtrise publique, disons la souveraineté citoyenne sur les infrastructures stratégiques, et avoir des infrastructures, des grands moyens de production qui appartiennent à des acteurs privés qui ont ensuite moyen de faire pression sur les États, comme ça s'est vu, notamment en Californie ou dans d'autres cas. Ça me semble vraiment grave, quoi. Et enfin, on garde ce qui a apporté les marchés, c'est-à-dire une meilleure exploitation de la solidarité européenne, en mutualisant le plus possible les moyens de production, notamment les moyens de pointe, avec des échanges via les marchés. Donc on continue à s'intégrer au mécanisme européen d'optimisation du parc. Donc en fait, on a un acteur public en France qui détient les moyens de production, qui s'occupe de l'exploitation, de faire l'optimisation pour le parc français, qui s'occupe de tarifer l'ensemble des clients et qui continue à s'intégrer dans le merit order, donc de l'optimisation court terme européenne. Aujourd'hui, via le marché, si on trouve mieux au niveau européen, on fera mieux. Et donc le marché n'est utilisé que pour les imports-exports. Alors, je vais maintenant donner les critiques qu'on a eues sur cette solution, qui est à l'évidence quand même plus simple et plus robuste que l'usine à gaz qui est proposée. Alors, on nous dit, alors ça c'est vraiment la critique majeure, et je dirais la plus caricaturale, c'est si on sort des marchés, on se déconnecte de nos voisins et la France va se retrouver dans le noir. Ça a été dit et redit par plusieurs ministres, ça a même été suggéré, sous-entendu, je dirais plus ou moins, je vais y revenir, par EDF. Enfin, en tout cas, c'est jamais démenti, alors que c'est jamais démenti officiellement. Bon, on pourra y revenir dans la question, mais les interconnexions n'ont pas attendu le marché. On n'a jamais été s'il n'y avait pas de marché, on ne serait pas plus dans le noir aujourd'hui. On aurait peut-être utilisé les moins bons moyens de production, les moins optimaux. On aurait peut-être déclenché un moyen un peu plus cher dans un pays, alors qu'il y en avait un autre moins cher dans un autre pays. Mais de toute façon, la solution qu'on propose, elle ne remet pas en cause l'organisation de ces échanges. Donc, vraiment, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment un faux débat là-dessus. Alors, il y a une autre critique qui dit cela revient à sortir de l'Europe, c'est du nationalisme, on va remettre en cause des décennies de construction européenne, alors qu'en fait, notre solution ne remet pas en cause l'organisation du marché européen. Simplement, au lieu de voir plusieurs acteurs pour la France, plusieurs acteurs privés en France, il verra un seul acteur public en France. Et puis il continuera à avoir les autres acteurs des autres pays, publics ou privés. Chaque pays fait comme il veut, on n'impose rien aux autres États. Simplement, ce qu'on demande, c'est une sorte d'opt-out, une dérogation de pouvoir organiser en France l'exploitation de notre parc et la tarification aux usagers, comme on le souhaite, en France et dans tous les pays qui le souhaiteraient. Donc ça ne paraît pas quand même, je veux dire, révolutionnaire, hein. Ensuite,
Alors, il est souvent dit, c'est plus des critiques du courant écologiste, un monopole public est inadapté aux productions décentralisées. Ça allait bien quand on avait la production décentralisée, et d'ailleurs ça a poussé à des moyens centralisés, mais avec des productions complètement décentralisées, il faut des acteurs décentralisés. Or, c'est assez étonnant, parce qu'en même temps, ils ne remettent pas en cause le fonctionnement du réseau de RTE, ils considèrent que c'est normal que c'est un monopole public, et pourtant... RTE est un réseau qui doit maintenir l'équilibre entre des productions aujourd'hui décentralisées. Là, au contraire, plus les productions sont décentralisées, plus c'est difficile de coordonner les différents acteurs, plus on a besoin d'un coordinateur efficace et donc unique. Et je fais souvent le parallèle avec un chef d'orchestre, pas parce qu'on a plein d'instruments dans l'orchestre qu'il ne faut pas un seul chef d'orchestre. Un seul chef d'orchestre, c'est mieux que plusieurs chefs d'orchestre qui se parlent par morse. Alors, ensuite, l'autre critique qui vient aussi plutôt du courant écolo, c'est de dire le monopole public, ça nous a amené le tout nucléaire, ça continuera dans le tout nucléaire et ça induit un manque de démocratie. Bon, je pense qu'on peut dire que, alors, qu'il faut entendre, enfin, clairement, il faut entendre cette critique, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup plus de démocratie depuis qu'il y a le marché. En plus, pour préciser, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut séparer les débats, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet sur comment on laisse plus de place aux citoyens dans le choix du mix énergétique, de la politique énergétique. Nous, on pense qu'il faudrait un vrai débat public sur la base des scénarios qui existent, notamment par RTE, des scénarios énergétiques avec et sans nucléaire, et qu'on devrait aller jusqu'au référendum, que ça aurait plein d'intérêts, et notamment un intérêt d'intégrer, de faire prendre en compte à chacun la difficulté d'avoir une énergie pour tous et de respecter la décarbonation et l'objectif de neutralité carbone. Mais l'exploitant, qu'on appelle de nos voeux, il n'aurait pas de prérogative sur les choix de cette filière. C'est-à-dire qu'il exploite un parc qui est construit. Comme RTE exploite le réseau sans avoir forcément de prérogative sur le mix énergétique. Et donc, ce qu'on dit, c'est que, évidemment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante au contrôle citoyen. Après, on peut avoir des pistes pour avoir un meilleur contrôle citoyen. Donc, j'ai parlé du référendum. On peut avoir des contrats de service public avec des objectifs clairs et une obligation de transparence entre les usagers, l'État et l'opérateur public. On peut avoir des organismes de contrôle indépendants sur le mode de la CRE, mais dont la Commission de régulation de l'énergie, mais dont l'objectif ne serait pas juste de vérifier que les règles de concurrence soient valides, mais que le service public est bien respecté. Enfin bon, il y a des choses à débattre. C'est pareil, on pourrait débattre de quelle tarification on veut, quels objectifs on met à la tarification, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a le marché, on n'a pas tout ça. C'est pas possible d'avoir de la démocratie. On nous impose, il y a à chaque fois le secret commercial. Et puis, bon, la dernière critique qui est faite, c'est une solution radicale. Bon, enfin, je pense qu'on a vu les objectifs. Si on veut répondre aux objectifs que j'ai décrits avant, c'est pas radical, c'est juste nécessaire à avoir un service public, c'est-à-dire un accès à tous dans des conditions équitables à une électricité de qualité. Et moi, nous actuellement, on ne voit aucune autre solution viable sur la table, viable à long terme. Et on a une solution plus radicale qu'on pourrait discuter, c'est un opérateur public européen qui serait l'optimum technico-économique. Je ne sais pas si ça serait l'optimum politique et démocratique, mais comme était EDF, mais à la maille européenne. Bon, sauf que là, il faut l'accord de toute l'Europe, de tous les pays, et là, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça serait une solution bien plus radicale. Le système est planté. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je vais revenir sur les positions et les débats en France. Alors, sur la réforme des marchés, la position française, bon, on ne sait toujours pas quelle est la position détaillée puisqu'on n'a toujours pas accès, on a accès à des articles de presse, à des non-papers, mais toujours pas à un document officiel. Mais enfin, ce qui est clair, c'est que la France ne demande pas plus que la Commission européenne, à sortir des marchés. Elle a participé à la caricature de ce que j'appelle sortie des marchés, en fait, c'est sortie de la concurrence, de la sortie de la concurrence, avec Bruno Le Maire, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, tous les ministres qui, les uns après les autres, disent si on sort des marchés, on va se déconnecter, ça sera la France dans le noir, les boulangers n'auront plus d'électricité pour leur four, il n'y aura plus d'éclairage à l'Assemblée, on ne pourra plus débattre, etc. Enfin, vraiment, une caricature invraisemblable.
Et puis, l'autre point, c'est de toute façon, si jamais on sort, le ciel va nous tomber sur la tête, c'est pas possible, c'est l'Europe, et donc on essaye de faire avec. Bon, et alors, quand on écoute les débats, il y a un peu un flou, c'est-à-dire qu'en off, c'est de toute façon, on ne peut pas en sortir, et en on, ils poussent carrément le marché en disant c'est la meilleure solution quand même pour les échanges, pour tout un tas de choses, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Mais ils veulent ne pas sortir des marchés, mais ils veulent réguler plus que la Commission européenne, plus que la moyenne des États, on va dire, notamment tous les États du Nord. Il y a la tendance régulatrice, qui est plutôt l'Espagne, l'Italie, la France, les pays un peu du Sud. Et plus régulé, ça veut dire, ça passe par développer au maximum les contrats à long terme publics, et notamment pour le nucléaire existant et futur. Et ça, c'est un vrai combat entre la France et la Commission européenne. Donc, c'est sûr que si on a des contrats à long terme publics, c'est mieux que tout le reste, hein, mais il n'empêche que la France continue à accepter les PPA sur une partie, la vente au prix de marché, la concurrence des fournisseurs, la disparition des tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire qu'elle accepte de se résigner durablement à un système inéquitable, complexe, fragile, qui provoque crise sur crise. Et quand je dis durablement, c'est que si à la sortie d'une crise, mais vraiment majeure qu'on vient de traverser, on n'arrive toujours pas à remettre en cause ces marchés, on voit mal comment un jour ça va être remis en cause. Tout ça pour des objectifs et des principes qui restent quand même très flous, c'est-à-dire que à la fois, on dit on voudrait des prix, on voudrait pour les ministres, hein, le chef d'État dit on veut des prix de marché qui sont calés sur les coûts de production, et en même temps, on ne veut pas de tarifs réglementés, et donc, en tout cas, on renonce aux tarifs réglementés, et donc on accepte des systèmes qui vont maintenir une référence au prix de marché. Et puis il faut aussi savoir si on veut un prix unique pour tous les consommateurs en Europe, ou si on veut un prix basé sur les coûts de production nationaux. Il faut qu'on sache si les productions qu'on développe en France sont pour les consommateurs français, ou si c'est, à part les exports du surplus et l'équilibrage normal, ou si chacun va se servir et les gros consommateurs vont se servir partout en Europe et laisseront les restes aux autres. Alors, quelle est la position d'EDF aussi là-dedans? Alors, historiquement, jusqu'à l'arrivée de Luc Rémont, c'était plutôt aligné sur la position française, donc on parlait beaucoup de marché hybride, avec le développement maximum de contrats long terme, et notamment des contrats publics. Mais il y a eu un revirement avec l'arrivée de notre nouveau directeur, qui quand même a participé à la mise en bourse d'EDF en 2004. On est vraiment passé dans une défense enthousiaste du marché par EDF. Alors d'abord, EDF relaie les contre-vérités qui sont dites sur, par exemple, nous avons un marché de court terme qui marche très bien. C'est par exemple, ça c'est une citation de Vivre EDF. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Vivre marche très bien, ça marche moins mal, c'est sûr que le long terme, beaucoup moins mal que le long terme, mais enfin ça marche moins bien qu'un optimiseur, que ce qu'on propose, avec un opérateur central qui ferait l'optimisation. Et ça, tous les gens qui travaillent dans l'optimisation peuvent le dire. Ça donne une optimisation dégradée quand on a plusieurs acteurs par rapport à une optimisation faite par un acteur central. J'ai entendu le directeur aux affaires européennes dire devant le Parlement européen, à un débat au Parlement européen, quand il y a eu un manque de production en France, on a quand même eu l'électricité grâce au marché de gros, alors que non, on n'a pas eu grâce au marché. Ce qui laisse entendre que c'est le marché qui a permis ça, alors que non, c'est les interconnexions, et s'il n'y avait pas eu de marché, on aurait eu aussi de l'électricité par nos voisins, comme par le passé, comme depuis toujours. Et puis, surtout, ce qui me paraît mais dramatique, moi, assez révoltant même, c'est que EDF maintenant promeut les contrats privés, donc les PPA, de long terme, y compris sur le nucléaire existant. Et donc là, je cite le directeur de la régulation, qui n'est normalement pas la tendance la plus libérale, mais bon, je pense qu'il relaie la parole officielle d'EDF, dans Vivre EDF de mars 2023. Ce qu'il faut, c'est compléter ce marché. Donc, après avoir dit que le marché était à court terme fonctionnait très bien, qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est vraiment les éléments de langage du gouvernement et des défenseurs du marché. Donc, qui dit cela passe par le développement de contrats privés de long terme librement négociés entre les producteurs et les clients. Donc voilà, EDF pousse maintenant les contrats privés, ce que je trouve, vraiment, pour le dire gentiment, une étrange conception du service public, et je trouve que ça ne devrait pas être la parole d'une entreprise de service public, parce que ça revient finalement à réserver les meilleurs, le parc nucléaire, le parc historique, le parc le moins cher en tout cas, aux gros consommateurs qui auront mieux négocié, français ou européens, ça reste à voir.
Alors, l'autre débat qu'il y a eu en France, il y a eu un projet de loi qui vient de passer en deuxième lecture au Parlement, qui repart au Sénat, qu'on a appelé la loi anti-Hercule du député socialiste Philippe Brun, qui vise à éviter le démantèlement d'EDF en imposant un passage devant le Parlement en cas de cession d'activité d'EDF. Donc EDF il ne pourra pas y avoir de vente comme ça sous le manteau des activités comme c'était prévu avec Hercule, notamment des activités renouvelables, fournisseurs, etc. Il faudra un passage devant le Parlement. Et cette loi a été l'occasion, via des amendements, d'étendre le tarif réglementé de vente aux petites entreprises, c'est-à-dire à toutes les TPE, toutes petites entreprises, pas seulement celles qui étaient inférieures à 36 kVA, notamment donc les boulangers, aux PME, aux bailleurs sociaux et aux plus petites collectivités. Mais ça a été un combat, c'est pas sûr d'ailleurs que ça repasse au Sénat, il y a eu un amendement qui avait été adopté par l'Assemblée, ça avait été retoqué par le Sénat, ça a été remis à l'Assemblée avec le gouvernement qui disait c'est pas possible d'étendre le TRV, même que jusqu'à la fin de l'année, donc ça reste quand même très limité, hein, que jusqu'à la fin de l'année, que pour les petites entreprises, on n'est même pas parlé de tarifs réglementés pour tous, mais c'était pas possible parce que ça aurait coûté trop cher à l'État et donc c'était pas possible dans un projet de loi, etc. Bon, on va voir où ça en est. Pour l'instant, on attend la deuxième lecture au Sénat qui est en juin-juillet. Bon, moi je dirais que c'est quand même positif cette loi, hein, c'est clairement un pied dans la porte quand on voit, un pied dans la porte sur le tout marché. Philippe Brun, quand il présente sa loi, dit lui-même bon, l'idéal, ça serait de sortir du marché, mais là, pour l'instant, on se saisit de ce qu'on a. Mais enfin, ça ne règle pas les causes de la crise. Enfin, tout ce qu'on a décrit sur les prix de vente, les prix de marché qui sont incompatibles, les TPA, etc., ça resterait avec cette loi anti-Hercule. Et puis, surtout, ça montre, enfin, ça illustre la difficulté d'agir, même sur une toute petite partie. Encore une fois, étendre les TRV jusqu'à la fin de l'année, juste sur une petite partie des clients, c'est des débats sans fin, quoi. Et pour terminer, l'autre débat qui revient apparemment sur la table, c'est les débats autour de l'hydraulique. Donc, vous savez que la France est mise en demeure régulièrement par l'Union européenne pour mettre en concurrence ses concessions sur les barrages, surtout les barrages hydrauliques, puisque les barrages hydrauliques, ils sont propriété de l'État, mais leur exploitation est concédée pour à peu près 2/3 du parc à EDF et pour le tiers restant à Engie via la CNR et la chaîne. Et normalement, il faudrait remettre en concurrence ces concessions avec possibilité que ça parte à des opérateurs privés, français ou européens. Donc la France, tout le monde dit que c'est une bêtise, mais on a fait un gros travail de mise en lumière des dangers de cette mise en concurrence. Alors là, EDF apparemment propose de devenir propriétaire des barrages pour sortir de cette obligation de mise en concurrence des concessions, mais il y avait il y a dans les textes européens actuels, sans qu'il y ait besoin de rien changer, une possibilité de sortir de cette obligation de concurrence en confiant l'intégralité des barrages à une entité 100% publique, qu'on dit en quasi-régie, c'est-à-dire que l'État pilote cette entreprise comme si c'était ses propres services. Ça serait absolument possible. Ça a été proposé à l'automne 2021 par des sénateurs verts, et à notre grande surprise, ça a été considéré comme négatif. L'intersyndicale s'y est opposé, entraînant à sa suite les politiques, et donc c'est pas passé. Et donc derrière, on a eu la reconduction notamment de la concession de la CNR qui coûte une fortune à la collectivité. Donc, nous, je pense qu'il faudrait remettre ce projet de loi sur la table. Et je voudrais juste revenir sur les débats autour de l'Arenh qui accaparent beaucoup, enfin vraiment ça accapare les débats, notamment à nouveau de l'intersyndicale, donc, et donc c'est repris par des nombreux acteurs. Il y a eu plusieurs missions parlementaires sur la fraude à l'Arenh, sur les problèmes de l'Arenh, etc. Beaucoup d'amendements l'été dernier sur le projet de loi pouvoir d'achat. Il y a eu 5 ou 6 amendements, tous concentrés sur l'Arenh en disant qu'il faut supprimer l'Arenh, en mettre en cause, etc. Alors oui, il y a des débats possibles, évidemment. Je ne veux pas dire que l'Arenh, c'est un mécanisme qui est très, qui est efficace et qu'on pousse. Mais enfin, faut quand même relativiser. C'est-à-dire qu'il y a des débats possibles. Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que 42 € c'est bien? Est-ce qu'il faudrait 49, 53? Moi, je pense qu'il faudrait déjà avoir des infos, plus de transparence sur les coûts du nucléaire. Est-ce que 100 TWh, quel volume réservé, c'est bien ou pas bien? Et surtout, l'énorme problème qu'il y a, c'est que c'est asymétrique, c'est-à-dire que c'est un prix maximum, l'Arenh. Donc, quand les prix de marché sont élevés comme aujourd'hui,
bon, c'est finalement une rémunération au coût de production, hein, c'est-à-dire que les fournisseurs ont le droit d'acheter à prix coûtant. Alors après, on peut négocier sur est-ce que 42 c'est vraiment le prix coûtant ou pas, mais à 42 € une part du nucléaire, normalement pour reverser, pour en faire profiter ses consommateurs. Hein. Mais quand les prix de marché sont bas, là, les fournisseurs peuvent acheter à prix de marché, et là, EDF vend à perte. Mais ça, on l'a oublié, c'est quand même ça le gros problème de l'Arenh, à mon avis. Bon, il y a des débats possibles sur les paramètres, mais en tout cas, il ne faut pas en faire le bouc émissaire et la cause de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause principale des difficultés d'EDF. Hein. Moi, j'ai des discussions avec un des fournisseurs qui est lanceur d'alerte, qui dit, nous, là, un fournisseur alternatif, qui dit, nous, on s'est fait plein d'argent cette année. L'argent qu'on se fait, à 90%, c'est l'arbitrage au tarif réglementé de vente, pas à l'Arenh. L'Arenh, c'est une petite chose. Oui, on peut jouer un peu, mais il y a quand même des contrôles. On est quand même obligé, normalement, finalement, d'avoir un volume d'Arenh qui correspond à ce que consomment nos clients. Alors, on peut jouer un peu, mais ça reste petit. Bon, évidemment, ce qui a coûté très cher aussi à EDF, c'est qu'il est fournisseur en dernier offshore, donc j'ai dit cet arbitrage au TRV, mais aussi évidemment les difficultés de Flamanville, les difficultés du parc nucléaire actuel dans un univers de marché où ça oblige EDF à racheter à prix de marché l'énergie qui lui manque, et donc évidemment très cher. Il ne faut pas non plus oublier toutes les aventures internationales de l'entreprise, je pense ça demanderait un débat à lui tout seul. Bien voir que dans les autres pays où il n'y a pas d'Arenh, il y a des problèmes exactement pareils qu'en France, qu'avant la mise en place de l'Arenh, il y avait déjà des difficultés. Nous, on met en lumière l'aberration du système depuis bien avant la mise en place, en fait, depuis l'ouverture des marchés. L'Arenh, elle est arrivée en 2011. Alors, certains disent que supprimer l'Arenh, ça serait un moyen de tuer les fournisseurs, sauf que, bon, je l'ai dit, hein, ils vivent principalement de l'arbitrage au tarif réglementé de vente. On ne va quand même pas supprimer les tarifs réglementés de vente pour tuer les fournisseurs. Il faut juste poser le problème tel qu'il est. On n'a pas besoin de fournisseurs, mais essayer de passer par la bande comme ça, finalement, ça retombe sur les consommateurs. Donc j'ai dit qu'on ciblait les critiques, hein, je l'ai dit. Et juste donc, pour illustrer, si on supprime l'Arenh, je ne sais pas ce qui se passe pour les consommateurs. Tous les consommateurs, ils sont absolument opposés à la suppression de l'Arenh parce que ça a quand même eu un rôle de stabilisateur des prix, notamment du tarif réglementé de vente, mais de tous les prix. Et si on supprime l'Arenh, alors ils sont exposés encore plus au prix de marché, et là, ça va être encore plus grave. Et je vous cite un petit document de la CRE qui disait de nombreux fournisseurs avaient indiqué envisager de réduire fortement leur offre, incluant de l'Arenh après le guichet du 21 novembre. La CRE conseille aux consommateurs qui n'auraient pas encore d'offre de fourniture pour 2023 de signer au plus vite un nouveau contrat pour avoir les meilleures chances de bénéficier encore de l'Arenh. C'est clair, l'Arenh, ça bénéficie aujourd'hui aux consommateurs, même si, à nouveau, ce n'est pas la meilleure solution. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire après 2025? L'Arenh, c'est jusqu'en 2025. En fait, il faut revenir à des tarifs réglementés de vente. On ne s'en sortira pas sans ça. Ou au moins revenir et essayer de multiplier les contrats publics de long terme, donc les CFD, qui sont en fait une forme d'Arenh, c'est-à-dire une vente à prix coûtant, mais où on a corrigé ce caractère asymétrique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un prix plafond, c'est un prix fixe.